Un meurtre laisse perplexes les détectives les plus expérimentés. C'était une scène de crime effroyable. Car il leur fournit très peu d'indices. Il n'y avait aucun signe de lutte dans l'appartement. S'agit-il d'un crime sexuel commis par un amoureux éconduit? Son corps était dans une position très suggestive. C'était difficile d'imaginer qu'on puisse être capable d'une chose pareille. Jusqu'à ce que les révélations d'un homme dévoilent un mobile inimaginable et un tueur au passé chargé. Un corps calciné. Le corps était méconnaissable. Un indice est fourni par un matériau de construction. Mais qui est la victime? Le plâtre n'était pas normal. Ça m'a interpellée. Je n'avais jamais vu ça. Et qui voulait l'éliminer? Je dois imaginer à quoi il ressemblait avant d'être brûlé. Bonjour, soyez les bienvenus sur ce plateau. Nous allons suivre ensemble 2 nouvelles affaires des enquêtes impossibles. Dans nos sociétés occidentales, jeunesse et beauté font l'objet d'un culte qu'alimente publicité, cinéma, presse people. Mais d'icônes adulées, les jeunes et jolies filles peuvent rapidement se transformer en victimes potentielles. Surtout si elles aiguillonnent involontairement les fantasmes sexuels d'individus psychologiquement perturbés. Que faire dans ce cas pour les protéger des prédateurs? Jacksonville, en Floride. Ses plages de sable ensoleillées, son climat subtropical. Pour Cory Parker, 25 ans, c'est la ville idéale pour faire des études universitaires. Elle apprécie bien plus cet endroit que sa ville natale de Rochester, dans l'État de New York, où les hivers sont plutôt rudes. Cory était magnifique. C'était une jeune fille très grande et charismatique. Mes meilleurs souvenirs avec elle, ce sont nos soirées entre filles. On louait des vidéos et on restait traîner à la maison. Cory travaille comme serveuse pour payer ses études. Mais un jour, pendant les vacances de Thanksgiving, elle ne se présente pas à son travail. Ses collègues commencent à s'inquiéter. Ils ont tout de suite pensé qu'il lui était arrivé quelque chose. Le directeur a donc demandé à l'un des cuisiniers d'aller chez elle pour voir si tout allait bien. La porte de son appartement est fermée, mais son collègue regarde à l'intérieur et aperçoit le corps de Cory sur le lit. Elle est couverte de sang. Cette scène de crime était l'une des pires qu'on ait vues dans ce comté en termes d'atrocité. Il y avait du sang dans toute la chambre. Elle était couverte de sang, comme si on avait enduit son corps avec. Le crime semble avoir été mis en scène. Le corps de Cory avait été placé dans une position très suggestive. Elle était nue, ses jambes étaient écartées. Tout indiquait qu'il s'agissait d'un crime d'ordre sexuel. Peut-être une façon pour le tueur de narguer la police. Son corps avait été déplacé. Il était maculé de traces, d'empreintes de mains. Il était clair que le meurtrier avait passé du temps à le manipuler. Fait surprenant, l'autopsie ne révèle aucune trace d'agression sexuelle. Cory Parker a été poignardé à 101 reprises. Je crois que 54 de ses blessures avaient été infligées post-mortem. Cet acharnement indique aux enquêteurs que le meurtrier avait un lien avec la victime. La police apprend que la veille, Cory a passé la soirée avec des amis dans un bar des environs. D'après les témoins, elle est partie vers 1 h du matin. Les vêtements que Cory portait au bar sont retrouvés soigneusement pliés au pied du lit. Nous savions également qu'elle s'était préparée pour aller dormir et qu'elle s'était déjà mise au lit. Nous savions qu'elle était couchée lorsqu'elle a été agressée. Par conséquent, soit son meurtrier l'attendait cachée dans la penderie de sa chambre, soit il s'est introduit après dans son appartement. Les enquêteurs trouvent un zippo plaqué or dans la chambre de Cory. Cory fumait, mais aucun de ses amis ne reconnaît ce briquet. Les enquêteurs essaient de relever des empreintes dessus, mais il n'y en a aucune. Pour nous, il était clair que ce n'était pas le briquet de Cory.
La police découvre des taches de sang sur le comptoir de la cuisine, ainsi que sur les appuis intérieurs et extérieurs de la fenêtre située au-dessus de l'évier. La police en conclut que le meurtrier est entré et sorti de l'appartement par la fenêtre de la cuisine. On pense que le tueur n'est pas sorti par la porte à cause de la lumière extérieure. La fenêtre de la cuisine offrait au suspect un moyen d'entrer et de sortir de l'appartement sans avoir à passer sous cet éclairage. Les relevés téléphoniques de Corey révèlent que l'un de ses anciens collègues, Eric Jones, 27 ans, l'a appelé plusieurs fois avant sa mort. Il lui avait demandé de sortir avec elle, mais elle avait refusé. Les employés du restaurant nous ont dit qu'il s'était entiché d'elle et qu'elle l'obsédait. Il n'arrêtait pas de lui parler pendant ses heures de travail. Il lui demandait tout le temps de sortir avec elle. Eric Jones n'a pas d'antécédent judiciaire, mais lorsque la police l'interroge, il a une réaction très bizarre. Non seulement il a admis avoir des antécédents psychiatriques, mais il a aussi déclaré aux enquêteurs qu'il avait des fantasmes de viol et de meurtre, ce qui a forcément éveillé leurs soupçons. Il a décrit les fantasmes sexuels qu'il avait eus au sujet de Corey. Certains étaient vraiment violents. Eric explique même aux enquêteurs comment il aurait tué Corey s'il en avait eu l'occasion. Il a décrit comment il lui aurait tranché la gorge au cours du meurtre pour l'empêcher d'appeler à l'aide. Et cette description était assez similaire à la façon dont Corey avait été tué, ce qui a renforcé les soupçons de la police. Nous nourrissons tous plus ou moins des fantasmes sexuels. C'est une activité psychique tout à fait naturelle. Bien contrôlée, utilisée comme stimuli, ils peuvent donner ces fantasmes du relief au quotidien et enrichir notre vie affective. Néanmoins, ils représentent une menace lorsqu'ils s'insinuent dans des esprits pervers et altèrent leur jugement. Lorsqu'ils brouillent insidieusement les limites entre images sublimées et femmes réelles. Corey Parker a-t-elle été victime d'un homme en proie à des fantasmes? La scène de crime semble l'attester, bien qu'un indice majeur vienne contredire cette hypothèse. Le médecin légiste qui procède à l'autopsie de Corey Parker ne constate aucun signe d'agression sexuelle. Mais Corey a reçu plus de 100 coups de couteau. Elle présente de nombreuses blessures défensives sur les mains et les bras, ce qui prouve qu'elle s'est battue de toutes ses forces contre son agresseur. Notre théorie est qu'elle a tenté de se défendre contre une agression sexuelle. Les enquêteurs trouvent plusieurs cheveux étrangers dans les mains de Corey. La racine de l'un d'eux est intacte. Ce n'étaient pas ses cheveux et ils avaient encore leurs racines, ce qui laissait supposer que Corey les avait arrachés à leur propriétaire. Les tests ADN révèlent que le sang prélevé dans la cuisine et les cheveux découverts dans la main de Corey appartiennent à la même personne. Mais cet ADN ne correspond pas à celui du suspect numéro 1, Eric Jones, le collègue de Corey. Je pense qu'on peut dire qu'il était mentalement instable à ce moment-là. On lui avait prescrit des médicaments pour ses troubles psychiatriques, mais il ne les prenait pas. Donc, à mon avis, au moment où il a fait ses déclarations, il était mentalement instable. L'ADN trouvé dans l'appartement de Corey ne correspond à aucun des profils ADN enregistrés dans les bases de données régionales et nationales. Les enquêteurs découvrent alors que Corey avait un nouveau petit ami depuis peu. Il s'appelle David Wilt, mais les enquêteurs le rayent rapidement de la liste des suspects. Il n'était pas là au moment du meurtre, mais chez ses parents pour fêter Thanksgiving. Il avait donc un alibi très solide. Les enquêteurs interrogent toutes les personnes avec lesquelles Corey a parlé durant la soirée qu'elle a passée au bar avec ses amis. La plupart des personnes que Corey a rencontrées ce soir-là ont quitté le bar avant elle. Mais l'une de ses amies, Tiffany Smith, est restée avec elle jusqu'à 1 h du matin.
Tiffany déclare à la police qu'elles ont quitté le bar ensemble et qu'elles sont ensuite reparties chacune de leur côté. Mais Tiffany déclare à des amis qu'elle a eu des nouvelles de Corey plus tard dans la nuit. Elle a dit qu'elle avait appelé Corey depuis son portable vers 2 heures du matin et qu'elle lui avait parlé. Elle a déclaré que quand Corey a répondu au téléphone, elle était endormie. Tiffany lui a demandé ce qu'elle faisait et Corey a répondu « Je dors ». Tiffany dit également à ses amis qu'elle s'est rendue chez Corey vers 4 heures du matin. Elle prétend avoir frappé à sa porte, mais comme personne ne répondait, elle serait repartie. Selon sa déclaration, elle s'était rendue à l'appartement de Corey, ce qui l'a situé sur la scène de crime à l'heure où Corey pouvait avoir été tué. Ça a renforcé nos soupçons. On pensait qu'elle pouvait être mêlée à son meurtre. Mais lorsque les enquêteurs vérifient les relevés téléphoniques de Tiffany, ils font une découverte déroutante. En fait, elle n'a pas appelé Corey après l'avoir quitté ce soir-là. Bien entendu, les enquêteurs étaient curieux de savoir pourquoi elle disait qu'elle avait appelé et parlé à Corey, alors que ce n'était pas le cas. Pourquoi Tiffany aurait-elle inventé une histoire pareille? Tout le monde disait qu'elle était peut-être attirée sexuellement par Corey. Tiffany m'avait dit dans une conversation tout à fait anodine qu'elle était curieuse de vivre une expérience homosexuelle. Tiffany avait vraiment beaucoup d'affection pour Corey. Plus troublant encore, Tiffany donne à ses amis des détails sur la scène de crime qui n'ont pas été révélés au public. Elle a décrit la position du corps et la scène en elle-même, alors qu'elle ne connaissait personne qui avait pu avoir accès à la scène de crime. Les enquêteurs ont trouvé ça suspect. J'ai trouvé ça très étrange qu'elle sache comment Corey avait été tué. Tiffany nie toute implication dans le meurtre, mais lorsque la police lui demande un échantillon d'ADN, elle refuse. Le fait qu'elle ait refusé de donner son ADN a conduit la police à croire qu'elle avait quelque chose à cacher. Tiffany Smith nie catégoriquement être impliquée dans le meurtre de son amie. Mais elle a menti aux enquêteurs sur ce qui s'est passé ce soir-là. Et elle refuse de fournir un échantillon d'ADN. À un moment, elle a même dit qu'elle était sur la scène de crime. Les traces de sang laissées par le tueur révèlent une information surprenante aux enquêteurs de la police scientifique. Ils trouvent le chromosome Y qui ne laisse aucun doute. Seuls les hommes sont porteurs du chromosome Y. L'organisme humain possède 23 paires de chromosomes. Ce bagage génétique provient pour moitié du père, pour moitié de la mère. Seule la 23e paire diffère selon le sexe. Les femmes héritent d'un chromosome X de chaque parent, tandis que les hommes possèdent un chromosome Y provenant du père et un chromosome X issu de la mère. Ainsi, les femmes ont-elles une signature génétique XX et les hommes XY. Cette particularité est une aubaine pour les policiers enquêteurs, car il leur suffit d'extraire un fragment d'ADN sur une scène de crime pour être déjà en mesure de déterminer le sexe du suspect. Par ailleurs, les progrès techniques permettent d'établir un profil ADN avec de moins en moins de cellules. Voyez-vous, il y a 20 ans, il fallait environ 1000 cellules aux biologistes pour travailler sur un échantillon, et grâce aux techniques issues de la cancérologie, eh bien, il est possible aujourd'hui d'extraire de l'ADN à partir de quelques cellules seulement, à condition toutefois qu'elles ne soient pas trop dégradées. Nous avons établi un profil masculin à partir de cet échantillon spécifique, celui qui avait été prélevé au niveau du point d'entrée ou de sortie de l'appartement. Nous supposions qu'il appartenait certainement au suspect. Tiffany est donc rayée de la liste des suspects. Ils ont pensé que Tiffany avait fait ces déclarations pour être mêlée à l'enquête, pour se rendre intéressante. Les enquêteurs pensent que Tiffany a eu connaissance de certains détails de la scène de crime par un ami qui travaille aux urgences.
La police doit alors envisager la possibilité que le meurtre de Corey puisse avoir été perpétré au hasard par un homme qui nourrit une haine incontrôlable à l'égard des femmes. La police effectue des tests ADN sur 38 hommes, des collègues de travail de Corey, des étudiants de sa promotion, d'anciens petits amis, sans trouver de correspondance. J'avais peur que cette affaire ne soit jamais résolue. Il paraît que plus l'enquête dure, moins il y a de chances de trouver le coupable. 18 mois se sont écoulés et la police continue d'enquêter sur l'affaire. Les enquêteurs passent en revue tout le dossier et relisent tous les interrogatoires. Afin d'obtenir de nouvelles pistes, ils offrent une récompense à toute personne qui pourrait leur fournir des éléments. Le résultat ne se fait pas attendre. Plusieurs employés d'un restaurant situé à quelques kilomètres de l'appartement de Corey Parker appellent la police pour l'informer qu'un de leurs collègues, Robert Denny, s'est comporté de manière suspecte après le meurtre de Corey. Il semblait réellement bouleversé. Il pleurait, il est arrivé au restaurant un jour et leur a annoncé que son fils avait été tué dans un accident de voiture au Texas et qu'il avait besoin de rentrer chez lui. Les collègues de Robert Denny collectent alors de l'argent pour qu'il puisse retourner au Texas et assister aux funérailles de son fils. Le propriétaire du restaurant est allé remettre l'argent à la sœur de Robert Denny, qui lui a appris que son frère n'avait pas de fils et qu'il avait inventé toute cette histoire. Mais ce n'est pas tout. Robert Denny vit dans la même résidence que Corey Parker, et de chez lui, il peut voir tout ce qui se passe chez elle. Robert Denny a parlé à quelques collègues de cette femme qui vivait dans un appartement au-dessous de chez lui. Il a commencé à leur raconter qu'il l'observait. Il est même allé jusqu'à leur décrire de manière très explicite comment il se masturbait tout en la regardant. Lorsque la police décide d'interroger Robert Denny, sa sœur déclare qu'il a quitté la région. En fait, elle l'avait mis à la porte de chez elle à cause de son comportement bizarre. Apparemment, il restait debout toute la nuit à cause de ce qu'elle décrivait comme une addiction à la pornographie. Elle a déclaré à un officier de police qu'elle s'était réveillée une nuit et qu'il était en train de l'observer au-dessus de son lit. La police apprend ensuite une autre information troublante. Le frère aîné de Robert Denny purge une peine de prison à vie au Texas pour avoir poignardé une femme à 97 reprises. Corey Parker a été poignardé à 101 reprises. Quelle est la probabilité pour que deux jeunes issus de la même famille commettent des meurtres aussi odieux, aussi atroces? Est-ce que cette idée lui est venue de son frère? Est-ce qu'il a essayé de l'imiter? 18 mois après le meurtre de Corey Parker, les enquêteurs retrouvent Robert Denny à plus de 1300 km de Jacksonville. Il vit dans le Maryland avec une femme mariée de 52 ans. Robert Denny avait rencontré une femme mariée sur Internet et il avait fini par la convaincre de le laisser venir vivre avec elle et son mari. Cette femme et lui avaient des relations sexuelles sous le nez du mari. Robert Denny a-t-il tué Corey Parker en utilisant le même mode opératoire que son frère aîné incarcéré après avoir poignardé une femme à 97 reprises? Dans ces conditions, peut-on penser que la criminalité est héréditaire? Existe-t-il un gène des assassins? La question est régulièrement posée dans les congrès de criminologie sans qu'aucune réponse satisfaisante n'ait pu être apportée. L'histoire démontre néanmoins qu'il n'est pas rare que plusieurs membres d'une même famille soient des meurtriers. Tenez ainsi en 1997, dans les environs de Boulogne-sur-Mer en France, deux frères, Jean-Michel et Jean-Louis Jourdain, avaient violé puis battu à mort 4 jeunes filles âgées de 16 à 20 ans. Pour confondre Robert Denny, les enquêteurs ont besoin de recueillir un fragment de son ADN, mais le suspect est sur ses gardes. Dans le but de le piéger, ils prétendent qu'il pourrait être impliqué dans une affaire mineure.
Ils lui ont dit qu'ils enquêtaient sur une allégation selon laquelle il serait impliqué dans une bagarre à Easton, dans le Maryland. Ils espéraient qu'il leur donnerait volontairement un échantillon d'ADN pour prouver qu'il n'était pas impliqué dans cette rixe. Et on ne voulait pas quitter Easton sans cet échantillon d'ADN. L'opération s'avère plus délicate que ce que les enquêteurs pensaient. Robert Denny fume pendant son interrogatoire, mais veille à toujours conserver ses mégots de cigarettes. Les enquêteurs lui proposent une bouteille d'eau, mais il n'y touche pas. Enfin, ils lui demandent de signer un document stipulant qu'il refuse de fournir un échantillon d'ADN. On lui a demandé de remettre le document dans l'enveloppe et de la fermer. Il a refusé et il nous a dit « Les gars, ça fait 3 fois que vous essayez de collecter ma salive. D'abord sur le mégot de cigarette, après sur la bouteille d'eau et maintenant sur l'enveloppe. Vous avez qu'à la fermer vous-même. Je peux y aller maintenant ?» Les enquêteurs placent alors Robert Denny sous surveillance, à son domicile et sur son lieu de travail. Il prend une pause cigarette toutes les 45 minutes, mais veille toujours à conserver ses mégots. Lorsqu'il fumait, il éteignait les mégots et les mettait dans sa poche pour qu'on ne puisse pas les récupérer. 2 jours plus tard, les enquêteurs ont enfin une occasion. Juste après une courte averse, Robert Denny sort pour fumer. Mais cette fois, il agit différemment. Il a marché de long en large et tout d'un coup, il a commencé à cracher sur le trottoir. Pas 1 fois, pas 2 fois, mais 6 fois. Heureusement pour les enquêteurs, la salive reste à la surface de l'eau de pluie, ce qui la rend plus facile à collecter et réduit le risque de contamination. C'était très facile d'identifier les endroits où il avait craché. À partir de là, c'est le même principe que pour analyser un cheveu, du sang ou du sperme. Les résultats sont sans appel. L'ADN inconnu trouvé dans l'appartement de Corey Parker est bien celui de Robert Denny. Cette preuve l'incriminait d'autant plus qu'il avait toujours nié être allé dans son appartement. Une autre preuve incrimine Robert Denny. Le briquet doré retrouvé dans la chambre de Corey. Il affirme que ce n'est pas le sien, mais une ancienne petite amie déclare à la police qu'il s'agit bien de son briquet. Elle a pu identifier le logo sur le briquet. Elle était formelle. Le procureur pense que Robert Denny était obsédé par sa jolie voisine, Corey Parker, et qu'il surveillait toutes ses allées et venues. Il l'observait également dans son appartement dès qu'il en avait l'occasion. Ce soir-là, il a vu Corey se préparer pour sortir avec ses amis. Il s'arme d'un couteau, enfile des gants et pénètre dans l'appartement de Corey par la fenêtre de la cuisine. Les preuves indiquent qu'il s'est caché quelque part, peut-être dans sa penderie, et qu'il a attendu qu'elle revienne. À son retour, Corey n'a aucune raison de penser que quelqu'un est entré chez elle, et elle va se coucher. C'est là que Robert Denny l'agresse. Mais Corey se défend, bien plus énergiquement qu'il ne l'avait prévu. Dans la lutte, Corey lui arrache quelques cheveux qui portent son ADN. Et le briquet de Denny glisse de sa poche. Il la poignarde ensuite à de multiples reprises. À un moment, il se coupe à la main et saigne à l'intérieur de son gant. Lorsqu'il quitte l'appartement par la fenêtre de la cuisine, il laisse une trace de sang sur l'appui de la fenêtre, avec son ADN. Robert Denny est jugé pour meurtre avec préméditation. Le jury délibère 45 minutes.
Nous, le jury, déclarons le prévenu coupable de meurtre au premier degré comme le stipule l'acte d'accusation. En outre, nous estimons qu'il s'agit d'un meurtre avec préméditation. Étant donné qu'il n'avait que 17 ans au moment des faits, Robert Denny est condamné à la prison à vie sans possibilité de libération conditionnelle. Mais une question reste sans réponse. Qu'est-ce qui l'a amené à commettre un crime presque identique à celui perpétré par son frère ? Robert Denny est une personne difficile à cerner. Sa famille était de toute évidence dysfonctionnelle, à un point allant bien au-delà de ce que la plupart d'entre nous peut sans doute imaginer. Il a procédé à un nettoyage méthodique. Il a fait attention à tout et il a presque réussi à s'en sortir. Mais c'était sans compter ses traces de sang et les cheveux qu'on lui a arrachés. Il ne s'attendait pas à être arrêté. Cette jeune fille de 25 ans était très sympathique, très intelligente, très jolie. Elle avait un bel avenir devant elle. Elle était issue d'une bonne famille. Elle était très sociable et avait tout ce dont on pouvait rêver. Et en un instant, ce tueur lui a ôté la vie. Si les policiers ne s'étaient pas montrés vigilants, s'ils n'avaient pas traqué le suspect pendant des mois, s'ils n'avaient pas été en quête du moindre indice, Robert Denny aurait vraisemblablement échappé à la justice. Car c'est en recueillant un échantillon de sa salive, en extrayant son ADN et en le confrontant aux indices trouvés sur la scène de crime, qu'ils sont parvenus à le confondre. Sueur, salive, sang, sperme, cheveux, poils, cellules de peau superficielles, les sources d'ADN sont pléthores et apparaissent sur une multitude de supports. Ainsi peut-on dire aujourd'hui que même si les malfrats s'entourent de précautions, il leur est difficile de commettre un crime sans laisser de traces d'ADN. Et des cas extraordinaires le confirment. Ainsi, il y a quelques années, au Québec, des policiers placent en garde à vue un individu suspecté du meurtre d'une jeune femme. Tandis que l'homme refuse obstinément de parler, un inspecteur remarque qu'une puce a sauté sur une manche de sa veste. Il s'en empare, l'enferme dans une boîte et la confie au laboratoire du service scientifique. Les experts analysent le sang retrouvé dans l'estomac de la puce et comparent son ADN à celui contenu dans le sang de la victime. Géniale intuition. Les empreintes génétiques sont identiques. La puce a piqué la victime, s'est gorgée de son sang avant de se réfugier sur le vêtement de son agresseur. Un lien irréfutable est dès lors établi entre victime et suspect. L'affaire que je vous propose de suivre maintenant offre un impressionnant florilège des techniques employées par les experts médico-légaux. Reconstitution faciale, identification de matériaux microscopiques, prélèvement d'ADN sur une goutte de salive, localisation de téléphone portable. En une seule enquête, les spécialistes vous feront partager bon nombre de leurs secrets. Cette histoire aurait enchanté Michael Connelly. Elle commence en effet comme l'un de ses romans. Seule différence, dans cette affaire, tous les détails sont vrais. Juste après minuit, la veille de Noël, des automobilistes signalent un feu de broussailles le long de la route 83, près de Baltimore. Le premier arrivé sur place est un pompier volontaire. Il a descendu le talus, qui était pentu, et a avancé vers le feu. Au départ, il pensait que c'était un mannequin qui brûlait, mais en s'approchant, il a compris que c'était un être humain. La victime est impossible à identifier. On établit simplement qu'il s'agit d'un homme noir. Il n'y avait pas de portefeuille, rien qui permette d'identifier le corps. Mais une odeur de combustible est clairement perceptible.
Nous avons découvert un récipient calciné à côté du corps, certainement un produit inflammable qu'on avait utilisé pour que le feu prenne plus vite. Et un peu plus haut sur la butte, nous avons trouvé un briquet qui apparemment venait d'être jeté. Sous le corps se trouve un morceau de bâche à moitié fondu. Ils étaient deux à faire le coup. Une personne seule n'aurait pas pu faire passer le corps par-dessus le rail de sécurité et le porter jusqu'en bas du talus. Surtout que le sol était verglacé. Impossible de faire ça tout seul. Ils étaient forcément deux. Tout portait à croire qu'on était venu ici pour se débarrasser du cadavre. Le médecin légiste constate qu'on lui a tiré dans la tête à 3 reprises et que les balles ont traversé son crâne. On ne retrouve pas de suie ou de débris dans les poumons de la victime, ce qui signifie que cet homme est mort avant que le feu ne soit allumé. Il avait les mains et les pieds attachés. Il était évident qu'il avait été brûlé pour qu'on ne le reconnaisse pas. Les enquêteurs décident donc de faire établir un portrait robot de la victime à partir des quelques éléments à leur disposition. On savait très bien que tant qu'on n'avait pas identifié le corps, l'enquête n'avancerait pas vraiment. Heureusement, le crâne est en bon état. Il est donc possible de mesurer la taille du front, la hauteur des pommettes, ainsi que la longueur et la largeur de la mâchoire. La victime avait reçu 3 balles dans la tête et avait perdu presque toutes ses dents. Le visage était sévèrement brûlé sur un côté, carbonisé de l'autre et tout gonflé à cause de la chaleur du feu. Quelques tresses sont intactes, ce qui permet à l'inspecteur Lang de dresser un portrait encore plus ressemblant. Après 2 jours de travail, le portrait est enfin terminé. C'est un mélange de science et d'art. Si le feu avait duré quelques minutes de plus, il aurait été impossible de réaliser ce portrait. 15 minutes de plus et ce n'aurait pas été la même affaire. Le portrait est diffusé dans tous les médias de la région. Grâce à ce qui subsiste du crâne de la victime et de ses chairs partiellement carbonisées, un spécialiste reconstitue le visage de l'inconnu dans l'espoir qu'il puisse être identifié. La méthode traditionnelle consistait à enfoncer des aiguilles dans les chairs mortes pour en mesurer l'épaisseur, puis de les restaurer à l'aide de tissus imitant la peau. Les cheveux et les sourcils étaient ensuite réimplantés sur le crâne et des prothèses oculaires remplaçaient les yeux absents. Au cours des années 1990, l'emploi d'un logiciel de reconstitution faciale a accéléré et fiabilisé le processus. Alors le crâne est d'abord numérisé en 2D, puis des mesures sont réalisées sur 12 points anatomiques à partir des visages scannés de 41 hommes vivants. L'image de synthèse ainsi obtenue est ensuite déformée et modelée pour s'adapter le mieux possible à la forme du crâne. Bien que forcément approximative, la reconstitution faciale informatisée peut néanmoins susciter des appels à témoins et permettre à l'enquête de progresser. 3 jours après les faits, une femme d'Harrisburg, en Pennsylvanie, appelle la police. Elle pense avoir reconnu son petit ami de 26 ans, Wesley Person. Elle nous a précisé qu'il portait une boucle à l'oreille gauche. C'est un détail que j'avais volontairement omis sur le portrait. Les enquêteurs connaissent Wesley Person. Ce n'était pas la première fois que nos chemins se croisaient. J'avais fait sa connaissance 6 ans auparavant. J'étais le procureur dans une affaire de drogue le concernant. Person était fiché depuis cette époque. On compare donc les empreintes partielles de la victime aux siennes. Tous ses doigts avaient brûlé, à l'exception de 2 qui avaient été partiellement protégés par le tissu utilisé pour l'envelopper. Les empreintes correspondent à celles de Wesley Person. La victime est désormais identifiée.
Mais pour découvrir qui l'a tué, il faut d'abord déterminer où le meurtre a eu lieu. La police sait déjà qu'il a reçu 3 balles dans la tête. Il s'agit clairement d'une exécution. On a ensuite mis le feu à son cadavre au bord d'une autoroute du Maryland. Il n'y avait pas de témoins. Les enquêteurs n'avaient à disposition que les restes carbonisés du corps et rien d'autre. Ils apprennent que le cousin de Wesley est l'une des dernières personnes à l'avoir vu. Ils sont allés faire leurs courses de Noël ensemble et Wesley avait une grosse somme d'argent liquide sur lui. Il avait une grosse liasse de billets. Je ne pourrais pas dire combien ça faisait exactement. Mais à un moment, il l'a sorti de sa poche pour chercher un billet de 20. Et il n'en avait pas. Il n'avait que des billets de 50 et de 100. Stephen Ekens déclare qu'une fois leur course terminée, Wesley est parti avec des amis qu'il ne connaissait pas. Il dit également avoir perçu une certaine tension au sein du groupe. Ils sont montés dans la voiture et ont commencé à parler. Et leur discussion était apparemment houleuse. Ils ne se disputaient pas. Il avait l'air d'en avoir un peu marre, il était un peu tendu, mais il ne se disputait pas. Les 3 hommes partent en voiture. Et le jour suivant, Wesley Person est retrouvé mort. La police interroge la famille de Wesley et apprend que les 2 hommes en question sont Justin Glover et Lawrence Murrell, des amis de longue date. Tous 2 ont une vingtaine d'années et comme Wesley, ils ont déjà eu quelques démêlés avec la justice, mais ils ne sont jamais allés en prison et n'ont commis aucun crime violent. Ils se connaissaient depuis longtemps. D'après mes informations, ils se sont rencontrés quand Person vivait à New York. Glover et Murrell nient toute implication dans le meurtre de Wesley Person. Ils déclarent l'avoir déposé chez lui et ne plus l'avoir revu après ça. On a retrouvé chez Wesley des affaires qu'ils avaient achetées ensemble ce matin-là. On est donc sûr qu'il est repassé chez lui. La police obtient un mandat de perquisition et fouille toute la maison. On a passé la maison au luminol du sol au plafond. On n'a absolument rien trouvé qui puisse indiquer qu'il avait été abattu là-bas. Les enquêteurs inspectent également la voiture de Murrell, dans laquelle Wesley Person est monté. Nous avons cherché dans le coffre et l'habitacle de la voiture des traces de coups de feu ou de sang, mais il n'y avait rien. Les policiers finissent pourtant par mettre la main sur un indice. Au moment de l'autopsie de Person, les médecins légistes remarquent quelque chose dans la bâche qui se trouvait près du corps. Le médecin légiste l'a découvert sous le dos de la victime. C'étaient des morceaux de matériaux de construction qui étaient ressortis intacts du feu. Il s'agit de petits débris de murs peints et de plâtre. Il n'était pas plus grand que le pouce, et le plâtre n'était pas normal. Ce qui est étrange, ce sont les petits fils qui semblent incrustés dans chaque morceau. Quand j'ai vu ça, je me suis dit, qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est important? Je n'avais jamais vu ça. Comme je suis curieuse, j'ai tiré dessus et j'ai cherché s'il y en avait aussi dans les autres échantillons. Cassandra Burke extrait ces fibres et les examine au microscope. J'ai vu tout de suite que c'était des poils d'animaux. Avant les années 40, on utilisait les poils d'animaux pour renforcer le plâtre. Ce qui signifie que le meurtre a probablement eu lieu dans un bâtiment construit avant 1940. Malheureusement, il se compte par milliers. En 2 ans, Wesley Person et ses 2 partenaires amassent ainsi près de 120 000 $.
Les enquêteurs ont-ils découvert le mobile des suspects? Justin Glover et Lawrence Murrell ont-ils éliminé leurs complices à la suite d'une querelle liée à l'argent? Car il est maintenant avéré que les trois garçons avaient mis au point une juteuse arnaque au prêt bancaire. Sous couvert d'achat de voitures fictives, ils auraient ainsi empoché plus de 100 000 euros. Mais pour délivrer des mandats d'amener, le procureur exige des policiers qu'ils étayent cette hypothèse avec des preuves matérielles. Or, ces derniers disposent de peu d'indices. Une bâche sur laquelle reposaient les cadavres et de la poussière de plâtre qui pourrait provenir d'un bâtiment construit dans les années 1940. Le manque de respect joue toujours un rôle important dans ce genre de règlement de compte. Si c'était juste une question de business, ces types ne l'auraient pas tué. Une enquête sur les antécédents des amis de Wesley révèle aux enquêteurs un détail troublant. Lawrence Murrell travaillait dans le bâtiment. Il achetait des propriétés saisies par la justice à Harrisburg et les remettait à neuf pour les revendre à un meilleur prix. La victime était enroulée dans le genre de bâche en plastique qu'on utilise dans les travaux de rénovation. Ce qui pourrait également expliquer la présence des morceaux de plâtre retrouvés avec le corps de Wesley. Le meurtre aurait-il eu lieu dans l'un des chantiers de Murrell? Nous avons répertorié 5 propriétés à son nom à Harrisburg. Et nous avons déterminé que 3 d'entre elles étaient inoccupées au moment des faits. La maison en plus mauvais état se trouve en centre-ville, dans la partie sud de la 13e rue. Sa construction remonte aux années 30, à l'époque où on utilisait le fameux plâtre mélangé à des poils d'animaux retrouvés près de la victime. On espérait tomber sur des douilles ou des impacts de balles, mais on n'a rien trouvé, aucun indice. Les enquêteurs vaporisent du luminol dans la cave, mais ils doivent faire face à un problème inattendu. On regardait le produit agir et les techniciens m'ont expliqué que comme le sol d'Harrisburg était riche en fer, ça risquait de produire un résultat faussement positif. La police découvre également un amas de débris dans un coin de la cave. Ils le ramassent et envoient le tout au laboratoire. En observant ces éléments au microscope, les experts isolent des morceaux de cloison recouverts de peinture bleue et rose, semblables à ceux découverts sous le corps de Wesley. Quelles sont les chances que vous et moi allions dans le même magasin pour acheter la même peinture et qu'on peigne nos murs de la même couleur année après année? Mais s'agit-il vraiment de la même peinture? Les experts examinent les 2 échantillons avec un microscope électronique à balayage. On utilise toutes les fonctions de ce microscope pour déterminer la composition chimique de la peinture. Les 2 échantillons présentent la même composition chimique. Et dans les 2 cas, le plâtre contient des poils d'animaux. Mais pas n'importe quel poil. Ceux retrouvés sur la victime et ceux prélevés sur le chantier ont quelque chose en commun. J'ai pu déterminer que les poils provenaient de la même espèce. On savait donc qu'on avait la bonne maison et les bons suspects. Mais la preuve la plus irréfutable est retrouvée sur un morceau de canalisation dans la cave. Les tests montrent qu'il y a une petite tache de sang dessus. Et les analyses ADN ne laissent aucun doute. C'était le sang de Wesley Person. Nous avions notre scène de crime avec le sang de la victime. Les enquêteurs pensent savoir qui a planifié le meurtre. Justin Glover est un idiot. Le cerveau de la bande, c'est Lawrence Murrell. C'est lui qui a tout organisé. Mais comment prouver qu'ils étaient bien sur place?
Lawrence Morel et Justin Glover ont toujours nié avoir tué Wesley Person. Ils affirment tous les deux qu'ils ont un alibi. Si Sherlock Holmes nous était contemporain, il troquerait sa loupe contre un ordinateur. Et plutôt que d'étudier les enveloppes des lettres envoyées par la poste, il expertiserait les cartes SIM des téléphones portables. En effet, pour la police scientifique, il y a là une mine, mais inépuisable d'indices et même de preuves. Le fonctionnement des réseaux GSM permet de suivre à la trace les mobiles lors de leur déplacement. La localisation la plus grossière consiste à savoir dans quelle zone l'appareil en question s'est signalé pour la dernière fois. Une localisation plus fine se fait en recherchant le mobile sur l'ensemble des relais. En cas d'encombrement, par exemple, il est concevable qu'un téléphone soit desservi par un relais situé à 35 km de distance, même si son utilisateur se trouve à quelques centaines de mètres d'un autre, mais qui, lui, est saturé au moment de l'appel. Dans notre affaire, les policiers sollicitent la collaboration des opérateurs téléphoniques et utilisent le principe de triangulation par rapport à plusieurs relais. Ils obtiennent ainsi une géolocalisation d'une précision de l'ordre de quelques centaines de mètres. Le téléphone de Glover est facilement traçable parce qu'il est toujours en train d'appeler ou de répondre au téléphone. Et grâce à ces appels, on peut savoir de quelle antenne relais il était le plus proche. Glover prétend qu'il était avec sa petite amie au moment des faits. Il a appelé plusieurs fois sa petite amie, ce qui prouve bien qu'il n'était pas avec elle toute la nuit. Les relevés téléphoniques montrent que Glover se trouvait près de l'endroit où le corps a été brûlé. Le téléphone portable de Lawrence Morel permet également de prouver sa présence sur les lieux. On sait, grâce aux antennes relais, que son téléphone a été utilisé jusqu'à côté du Capitole de Pennsylvanie à 4h30 du matin. À 7 heures, Morel consultait sa messagerie. Et bizarrement, quelqu'un d'autre faisait la même chose, exactement au même endroit et exactement au même moment. Justin Glover a aussi appelé sa messagerie près du Capitole à 4h30 du matin. Les relevés téléphoniques montrent qu'ils étaient bien ensemble. Harrisburg, en Pennsylvanie, se situe à environ 100 km de l'endroit où le corps de Wesley Person a été abandonné. 10 semaines après la mort de Person, Justin Glover et Lawrence Morel sont arrêtés et accusés de son meurtre. L'accusation pense que Person a encaissé l'argent d'un prêt bancaire frauduleux sans en parler à ses partenaires et qu'il a ainsi signé son arrêt de mort. T'as reçu un chèque? Quel chèque? On m'a pas donné de chèque. Wesley Person ne leur a pas donné l'argent qu'il leur devait. Glover et Lawrence étaient pourtant censés recevoir au moins $1000 chacun par prêt contracté. Ils le découvrent et veulent se venger. Ils vont chercher Person à Harrisburg, puis l'emmènent chez lui pour qu'il leur donne leur part du butin. Ils le forcent ensuite à retourner dans la voiture et le conduisent dans la maison de la 13e rue que Morel est en train de rénover. Là, il lui tire 3 balles dans la tête. Son sang éclabousse un bout de la canalisation sur le sol de la cave. Les deux hommes nettoient la scène de crime, mais ne remarquent pas la trace de sang. Ils enveloppent le corps dans une bâche, sans savoir que les petits bouts de plâtre permettront aux enquêteurs de retrouver le lieu du crime.
Après avoir roulé 100 km jusqu'en banlieue de Baltimore, ils s'arrêtent et descendent le corps au bas d'un talus. Ils l'aspergent de gasoil et y mettent le feu. Mais le corps de Wesley ne brûle pas entièrement et la police parvient à recréer son portrait. Le plâtre contenant des poils d'animaux et la bâche mènent finalement les enquêteurs jusqu'à la scène de crime. Sans le tas de débris et la canalisation, cette affaire n'aurait jamais été résolue. Justin Glover et Lawrence Murrell sont déclarés coupables de meurtre avec préméditation et condamnés à la prison à vie sans possibilité de libération conditionnelle. En faisant quelque chose d'aussi horrible à mon cousin, ils ont fait du mal à tout le monde dans ma famille. Le crime a été entièrement planifié. Mais les meurtriers ne sont pas parvenus à faire disparaître toutes les preuves. Le plus marquant dans cette affaire, c'est le travail de la police scientifique. De toute ma carrière, je n'ai jamais vu un travail aussi remarquable. C'est une affaire qui rassemble à peu près toutes les techniques de police scientifique. C'est l'affaire la plus intéressante de ma carrière. On aurait pu croire que leur amitié serait plus forte que l'argent. Mais apparemment, ça n'a pas été le cas. Une reconstitution faciale par ordinateur, une bâche de chantier, des débris de plâtre desquels émergent quelques poils d'animaux, une expertise des cartes SIM de téléphone portable auront permis aux experts scientifiques de résoudre cette affaire d'une grande complexité. Mais la combinaison de ces techniques aurait-elle été suffisante si les policiers n'étaient pas parvenus à découvrir assez vite le mobile des suspects? Sans doute pas. Car pour sophistiqué qu'il soit, l'apport de la science serait inefficace s'il ne s'appuyait sur les méthodes traditionnelles qu'emploient les détectives depuis des siècles. Psychologie, recherche d'indices et témoignages. C'est sur cette constatation plutôt rassurante que se termine cette émission. Merci pour votre fidélité. J'aurai grand plaisir à vous retrouver prochainement sur cette antenne pour un nouvel épisode de vos Enquêtes impossibles. Un coup de feu tiré depuis une voiture sur une autoroute d'Alaska. Un colis piégé, envoyé par la poste et qui fait une victime. Deux événements d'une extrême violence qui semblent n'avoir aucun rapport entre eux. Jusqu'à ce que des experts médico-légaux démontrent le contraire. L'étudiant assassiné connaissait-il son meurtrier? 3 poils minuscules, quelques cellules de peau, mettent à jour des faits scandaleux qui impliquent mensonges, machination et représailles. Bonjour, soyez les bienvenus sur ce plateau. Quand en une fraction de seconde, la normalité bascule, quand l'instinct grégaire prend le dessus sur le bon sens individuel, rien ne semble plus pouvoir arrêter l'escalade de la violence. En effet, certaines affaires criminelles peuvent atteindre un tel degré d'absurdité qu'on ne sait ce qui l'emporte de la bêtise ou du destin. L'histoire inédite que je vous invite à suivre maintenant en est une très singulière illustration. En 1990, par une soirée d'octobre, Rob Chamberlain et un de ses amis empruntent la route de Glen à Anchorage, en Alaska, pour se rendre dans un restaurant de la région. Alors qu'il s'approche de la sortie, Chamberlain entend un fort craquement. Il se retourne et découvre un trou dans la lunette arrière. Il aperçoit alors son ami Jeffrey Kane, âgé de 20 ans, effondré sur son siège et couvert de sang.
La balle est entrée par l'arrière du crâne et est ressortie par devant. La mort a été instantanée. Les parents de Ken sont convoqués sur les lieux. Je ne comprenais pas pourquoi c'était Jeff qui avait reçu cette balle. Je me disais plutôt, il y a d'autres gens, pourquoi ne pas tuer les méchants? Jeff est programmateur en informatique et on ne lui connaît aucun ennemi. Le conducteur, Rob Chamberlain, affirme qu'il ne sait absolument pas pourquoi ils étaient visés. On a d'abord pensé à une affaire de drogue qui aurait mal tourné. Quelqu'un aurait pu suivre ce jeune homme et provoquer ce genre d'incident. On a tout fait pour en savoir plus. Étiez-vous visé pour une raison évidente? Étiez-vous mêlé à quelque chose? Est-ce que vous avez des ennemis? Avez-vous été mêlé à quelque chose qui aurait conduit quelqu'un à vous viser? Non loin de l'endroit d'où l'on a tiré, la police découvre une douille sur le bas-côté de la route. La balle provenait sans doute d'un autre véhicule qui roulait dans la même direction que le véhicule visé. La douille provient d'un fusil d'assaut semi-automatique, un Heckler & Koch, plus précisément un HK-91. La police se demande si le coup de feu est intentionnel ou accidentel. Ils avaient peur qu'il y ait un tireur en liberté, vu qu'ils ne connaissaient pas le mobile de ce coup de feu ni les circonstances exactes. Tout ce qu'ils savaient, c'est que quelqu'un avait tiré et causé la mort d'un jeune homme sur la route. C'est assez terrifiant de se dire qu'on peut être en train de rouler et se faire tirer dessus. C'était un moment très délicat. On savait qu'il y avait un tireur quelque part et qu'il venait de causer la mort d'une personne. La police ayant peu d'éléments, elle prévient la population, par le biais des médias locaux, pour que d'éventuels témoins se manifestent. À mon avis, il ne s'agit pas d'une balle perdue. Quelqu'un visait cette voiture. Pourquoi cette voiture en particulier, on n'en sait rien. Mais personne ne signale quoi que ce soit d'inhabituel. Il n'y avait pas beaucoup de circulation sur l'autoroute en direction d'Anchorage à ce moment-là. Par conséquent, aucun passager d'un autre véhicule n'a appelé la police pour dire « Je viens de voir quelqu'un tirer un coup de feu depuis une voiture ». L'enquête vient à peine de commencer qu'elle piétine déjà. Il y avait un nombre illimité de suspects. Sur le moment, on n'avait pas la moindre idée de l'identité du coupable. On ne savait pas pourquoi cette voiture avait été visée. À ce stade, la question restait totalement ouverte. La famille et les amis de la victime essaient de comprendre pourquoi ce coup de feu a coûté la vie à Jeff Kane. Des jeunes qui conduisent trop vite. Peut-être un accident de voiture, mais jamais de coup de feu sur le passager d'une voiture. C'est quelque chose qu'on lit dans les journaux à Los Angeles, pas en Alaska. La douille, trouvée sur le bord de la route, donne à penser à la police que Jeff a été touché par une balle tirée depuis une autre voiture. Il semble que le tireur ait attendu que la voiture quitte l'autoroute et ralentisse avant de tirer la balle fatale. À mon avis, ce qui s'est passé, c'est que les suspects ont suivi le véhicule de la victime jusqu'à ce qu'ils puissent être sûrs de leur coup. Le lendemain matin, les journaux locaux parlent du fameux coup de feu. Lorsque George Kerr, 19 ans, voit les nouvelles, il se voit contraint d'appeler la police. Est-ce que je peux expliquer ma situation? Ces deux garçons étaient plus ou moins des amis à moi. En général, je suis pas du genre à balancer les copains, mais là, c'est trop grave. Je n'ai pas le choix. George Kerr déclare à la police que le soir du drame, il se trouvait à bord d'une voiture en compagnie de deux de ses amis, Shilai et Gustafson. Quelques heures plus tôt, les trois garçons avaient fait l'acquisition d'un fusil d'assaut semi-automatique de marque Heckler & Koch, modèle 91. C'est une arme de guerre redoutable fabriquée en Allemagne, tirant au coup par coup ou par rafale des munitions de calibre 7,62. Ravis de leur achat, les trois garçons roulent sur une autoroute proche d'Anchorage pour rentrer chez eux lorsqu'une voiture fait une manœuvre imprudente que le trio interprète comme une queue de poisson. Sammy herdé en rage. Alors il s'est tourné vers Gustafson et il a dit « Descends cet abruti !» Kerr affirme que Gustafson a pris le fusil et tiré un seul coup en direction de la voiture. Kerr prétend qu'il ne savait pas que quelqu'un avait été touché jusqu'à ce qu'il lise les journaux. Est-ce qu'il a vraiment visé avec le fusil? Ça s'est passé très vite, je sais pas, j'étais assis à l'arrière et je lui ai dit de pas faire ça. J'étais persuadé qu'il ne ferait pas une chose pareille. La version de George Kerr concernant le coup de feu est très crédible, parce qu'à ce moment-là, on avait travaillé sur les lieux du crime et sur l'autoroute toute la nuit.
Ça correspondait tout à fait avec ce qu'on avait. Il détenait indéniablement des informations dont les médias n'avaient pas parlé. Kerr affirme qu'il ne sait pas ce que Gustafsson a fait du fusil après ce coup de feu. Les enquêteurs ne sont pas entièrement convaincus que Kerr témoignera contre ses amis lors d'une audience publique. À vrai dire, je n'ai jamais fait confiance à George. C'est le genre de personne qui peut se contredire. Il pouvait changer d'avis parce que d'un côté il disait « c'est vraiment affreux, ce garçon ne méritait vraiment pas de mourir ». Mais d'un autre côté, il affirmait que ces deux gamins étaient ses meilleurs amis et qu'ils étaient prêts à mourir les uns pour les autres. Rien ne prouvait que ça s'était passé autrement que ce que racontait George. Vous voyez ce que je veux dire? Alors il ne pouvait pas procéder à une arrestation sur le moment. Pour confirmer la version de Kerr quant à ces événements, la police lui demande de porter un micro caché et d'aller retrouver Chili et Gustafsson. La rencontre a lieu dans un restaurant de l'aéroport international d'Anchorage. Deux policiers en civil se tiennent à proximité. Le dispositif d'enregistrement est placé dans une voiture à l'extérieur. George Kerr a dit des choses du genre « Doug, pourquoi il a fallu que tu tues ce type ?» Et Gustafsson a répondu des choses comme « Je voulais pas, George ». Et le tout confirmait entièrement ce que Kerr avait raconté aux inspecteurs. Mais Gustafsson refuse de dire où il a caché le fusil. Cependant, la police arrête R.D. Chili et Doug Gustafsson pour le meurtre de Jeffrey Kane. George Kerr accepte de plaider coupable ainsi que de témoigner pour l'accusation en échange de son immunité. En l'absence de l'arme du crime, tout repose sur lui. George Kerr était un élément crucial pour l'accusation. Sans lui, ça aurait été très difficile d'avancer dans l'affaire, me semble-t-il. De plus, c'était un témoin oculaire qui avait assisté non seulement au coup de feu, mais à ce qui s'était passé avant et après. Pourtant, alors que le procès est sur le point de commencer, George Kerr change de version. La police place deux hommes en garde à vue pour la mort par balle de Jeff Kane grâce à des renseignements fournis par un témoin oculaire, George Kerr. Kerr commence par affirmer que Doug Gustafsson a tiré avec un fusil d'assaut sur Jeff Kane à une distance d'environ 10 mètres, entraînant ainsi une mort instantanée. Mais Kerr ne tarde pas à changer de version. Il n'a pas vraiment visé, il a juste braqué l'arme en direction de la voiture. Il prétend maintenant que Gustafsson a pointé l'arme par la fenêtre, tiré à une distance de 200 mètres et touché la voiture. Je pense qu'il a fait ça pour venir en aide à ses amis. Ça leur permettait de dire que ça n'était pas un homicide volontaire, que c'était quelque chose de moins grave, une sorte d'homicide par négligence, d'homicide involontaire. En fait, il essayait de trouver un moyen de calmer ses amis. La douille trouvée sur les lieux indique que l'arme est un fusil d'assaut, un HK-91. Le reçu d'une armurerie locale confirme la version de Kerr selon laquelle Gustafsson a acheté le HK-91 le jour du meurtre. Kerr affirme également que Chili, Gustafsson et lui ont tiré avec ce fusil plus tôt dans la journée en se servant d'un panneau de signalisation en guise de cible. Les enquêteurs découvrent le panneau en question avec 3 impacts. Pour vérifier la version de Kerr, les enquêteurs se tournent vers Robert Shem, expert médico-légal. Ce dernier tire avec un HK-91 dans une plaque de métal de la même épaisseur que le panneau de signalisation. Puis, avec une substance de moulage proche du caoutchouc d'une eau de microsyle, il prend l'empreinte des impacts de balles sur le panneau de signalisation et de ceux qui proviennent des coups de feu qu'il a tirés pour son expérience. Les moulages sont alors comparés au microscope. Lorsque j'ai retiré le caoutchouc, j'ai pu prouver que les impacts du panneau correspondaient bien au calibre d'un HK-91 et possédaient les mêmes caractéristiques balistiques. L'analyse balistique confirme la version de Kerr, selon laquelle un fusil HK-91 a bien été utilisé pour tuer Jeffrey Kane. Mais cela ne prouve pas pour autant que le coup de feu ait été tiré intentionnellement, ni à quelle distance se trouvait le tireur par rapport à sa cible. Par chance pour les enquêteurs,
la balle fatale a pénétré par la lunette arrière dont la vitre est recouverte d'un film protecteur teinté. Était tiré à une distance de 200 mètres, comme l'affirme maintenant George Kerr, l'angle de la trajectoire aurait été d'environ 95 degrés. Mais l'angle de 47 degrés place la voiture du tireur tout près, à une distance comprise entre 7 et 15 mètres. Dans ce cas, les véhicules sont tellement proches l'un de l'autre que ça devient très facile pour Gustafsson de tirer, en visant le véhicule de la victime. Lors du procès, George Kerr témoigne contre ses deux amis, mais il maintient que leur voiture se trouvait à 200 mètres de celle de la victime lorsque le coup de feu a été tiré. Ça n'a vraiment rien d'un homicide volontaire. Et sur quoi repose cette affirmation? Il a tiré en direction de la voiture, mais pas dans le but de tuer. Mais l'analyse médico-légale révèle que les deux véhicules étaient séparés par moins de 15 mètres, ce qui signifie que le coup de feu était intentionnel. Sur la base de cet élément, le conducteur R.D. Chili est reconnu coupable d'homicide involontaire. Doug Gustafsson, le tireur, est reconnu coupable d'homicide volontaire. Tous deux sont condamnés à la prison à perpétuité. George Kerr bénéficiant de l'immunité par rapport à l'accusation, il quitte l'Alaska peu de temps après la fin du procès. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Environ un an après un coup de feu sur une autoroute, un colis est envoyé par la poste à George Kerr. Il porte l'adresse de sa famille à Eklutna, en Alaska. Étant donné que George a quitté l'État, son père décide de l'ouvrir. David Kerr, âgé de 44 ans, est tué sur le coup. La belle-mère de George, Michelle, est grièvement blessée. Elle a de multiples fractures au visage et les tympans percés. Les policiers l'interrogent pendant le trajet vers l'hôpital, persuadés qu'elle ne pourra pas survivre. Michel, ces gens sont de la police. Répétez simplement ce qui s'est passé selon vous. On vous écoute. On a reçu un colis qui était adressé à George. Il avait été posté dans l'État d'Alaska. Je sais que c'était de la part de Doug. Comment savez-vous que ce paquet venait de Doug? Parce que c'est à cause de George qu'il est allé en prison. George a témoigné. Selon Michel, la bombe provient forcément des deux hommes que son beau-fils a envoyés en prison, Doug Gustafsson et R.D. Chili. La bombe n'était pas destinée à faire peur ou à intimider. Elle était faite pour tuer. Et elle a réussi. Sauf qu'il y a eu erreur sur la personne. Doug Gustafsson et R.D. Chili se sont-ils vengés d'avoir été dénoncés par leur ami George Kerr? Bien que cette théorie semble fondée, elle se heurte néanmoins à une lacune de taille. Au moment de l'attentat au colis piégé, les deux garçons croupissaient en prison. Pour tenter d'identifier l'expéditeur de la bombe, Jim Bordenay autopsie le corps de David Kerr. Des fragments de l'engin explosif pourront-ils fournir des indications? Le médecin légiste extrait une minuscule pièce métallique incrustée dans la poitrine de la victime. Et en l'examinant au microscope, il établit qu'il s'agit d'un morceau de détonateur. Notre laboratoire a fini par réussir à identifier le type de détonateur dont cette pièce faisait partie, ainsi que son fabricant. À qui ce fabricant fournissait-il des circuits semblables? Il s'agit d'une chaîne de magasins d'électronique très répandue. Mais on savait que cette chaîne était représentée à Anchorage. Mais Chili et Gustafsson sont tous deux incarcérés à ce moment-là. Comment aurait-il pu faire ça depuis la prison? Comment aurait-il pu y arriver? Voilà le genre de questions qu'on se posait tous. Comment quelqu'un aurait pu faire ça tout en étant en prison? Étant donné qu'en prison, toutes les conversations des détenus sont généralement enregistrées,
les enquêteurs découvrent une conversation codée entre Gustafsson et sa sœur Peggy. Celle-ci se serait déroulée peu avant l'explosion de la bombe. Et c'est pour réparer ta voiture, n'oublie pas. Dès que tu auras compris comment ça s'enclenche et comment ça se coupe à l'endroit où ça coulisse, tu le mets en place comme je te l'ai expliqué, juste sous la surface. Quand c'est poussé sur le côté, c'est allumé. Et quand c'est au milieu, c'est coupé. D'accord. Très bien. En apparence, tout porte à croire que Doug donne un conseil à sa sœur pour réparer sa voiture. Mais en fait, il s'agit de toute autre chose. Quand on écoute la conversation à plusieurs reprises, il devient évident qu'au cours de cette conversation, Doug donne à Peggy des instructions sur la façon d'installer un circuit pour fabriquer un dispositif explosif artisanal. Ces enregistrements constituent un élément déclencheur. D'autres conversations révèlent que Peggy n'a pas les compétences techniques pour fabriquer l'engin. Elle fait donc intervenir un autre membre de la famille, leur frère aîné, Craig, qui est mécanicien. Apparemment, Peggy et Craig Gustafsson croient tous deux que leur frère est innocent dans l'affaire de l'autoroute et que c'est George Kerr le responsable. Pour vous donner une idée de la profondeur de ses émotions et de son désir de vengeance, Peggy Gustafsson est alors enceinte de 9 mois. En fait, elle est à 3 jours de la naissance de son deuxième enfant lorsqu'elle va déposer le colis piégé au bureau de poste. Rock Phelps est en prison avec Doug Gustafsson et R.D. Chili lorsque l'explosion se produit. Et il sait que les deux hommes voulaient se venger. R.D. se moquait complètement de la personne qui serait tuée, du moment que George Kerr était tué. Il voulait la mort de George, du petit George, comme il le surnommait. En fait, un certain nombre de détenus nous ont dit qu'ils avaient vu une liste de noms que Raymond Chili avait sur lui en prison. Et Chili leur avait dit qu'il s'agissait de sa liste noire. C'était une liste de gens qu'il voulait tuer. Certains détenus ont pu décrire la liste et affirmer que c'était George Kerr qui se trouvait en première position. Parmi les autres noms qui figurent sur la liste noire, se trouvent ceux du juge et du procureur présents lors du procès. Cela prouve que depuis la cellule de sa prison, Doug Gustafsson a longuement prémédité sa vengeance. Quelques jours après l'explosion, Peggy et Greg Gustafsson sont convoqués par la police pour être interrogés. Quand on leur fait entendre les conversations enregistrées en prison, ils avouent aussitôt avoir fabriqué la bombe et l'avoir expédiée à la nouvelle adresse de George Kerr, avec l'intention de le tuer. Quand Peggy a accepté de coopérer, elle nous a dit dans quel magasin elle était allée, quelles pièces elle avait achetées. Grâce à un vieux reçu du magasin en question, qui ne portait pas le nom de Peggy, on a réussi à identifier la transaction. La date correspondait parfaitement au créneau pendant lequel les pièces qui nous intéressaient avaient été achetées. Cette explosion aurait pu être évitée. Elle n'aurait jamais dû se produire. Les services pénitentiaires ont manqué à leur devoir envers Dave et envers moi. Leur rôle est de protéger la population et pas seulement d'héberger les détenus. Michel Kerr entame une action contre l'État d'Alaska et gagne plus de 11 millions de dollars de dommages et intérêts. Peggy et Craig Gustafsson sont tous deux reconnus coupables de complicité dans le meurtre de David Kerr et condamnés à une peine incompressible de 22 ans de prison. Quant à R.D. Chili et Doug Gustafsson, ils passeront le restant de leur jours en prison. Ils ne méritaient même pas de passer devant un tribunal. On aurait dû laisser la famille les emmener et leur tirer dans la nuque. Voilà ce que j'en pense. C'est comme ça qu'on rend la justice en Alaska. On fait les choses un peu différemment par chez nous. Du moins, on les faisait. Au bout du compte, une demi-douzaine de familles auront été détruites. Et selon le procureur, il y aurait eu d'autres victimes si les experts médico-légaux n'avaient pas mis fin aux pulsions meurtrières de Chili et de Gustafsson. On ne peut pas s'appuyer uniquement sur la science dans une enquête ou alors dans des cas très rares. On se sert de ce que les gens nous disent, de ce qu'ils savent des protagonistes, et on fait entrer la science en jeu pour mettre tous les éléments en place. C'est comme ça qu'une enquête se construit. Mais sans ça, on en serait encore à la préhistoire des enquêtes en matière de crime. Au cours du procès, la police a révélé des faits nouveaux qui ont éclairé le profil des deux inculpés. Sachez donc
que peu avant le meurtre de l'autoroute, Shelay et Gustafsson avaient cambriolé un abattoir et qu'ils avaient utilisé une partie de l'argent volé pour faire l'acquisition du fusil d'assaut. Sachez encore que Shelay, le leader du groupe, qui était au volant la nuit du drame, a également été condamné pour agression sexuelle sur une jeune femme, vol de dynamite, menace de mort sur des témoins et tentative de vol à main armée dans un fast-food. Le cumul des peines pour ces délits divers s'est élevé à 60 ans de réclusion. Notre seconde histoire se déroule à l'université du Missouri. Sous des apparences agréables et studieuses, le campus abrite aussi des passions ravageuses. Chaque année, l'université du Missouri accueille sur son campus 27 000 étudiants venus du monde entier. C'est avant tout une ville universitaire. Un grand nombre d'étudiants vivent ici. C'est plutôt calme et les crimes sont assez rares. En 25 ans, il n'y a eu que 80 ou 90 meurtres. L'un d'eux a été perpétré en 2004. Par une belle journée de juin, des étudiants découvrent un corps entre deux immeubles à 2 pas du campus. Hormis un short bleu, le corps était dévêtu. Même de loin, ces étudiants ont remarqué qu'il y avait une mare de sang autour du cou de cette personne et qu'elle était décédée. Tout d'abord, la police pense qu'il s'agit d'un accident. On a pensé que cet individu avait peut-être voulu sauter d'un toit à un autre. C'est une ville universitaire et les étudiants se prêtent à toutes sortes d'extravagances. Une telle chose n'aurait rien eu de très inhabituel. Ils sont montés sur le toit pour l'inspecter. Ils n'ont vu aucune trace de sang sur le bord. Ils ont examiné le bloc de climatisation, mais là non plus, il n'y avait pas de sang. La thèse de la chute a donc été écartée. À première vue, il semblerait qu'on ait tranché le cou de la victime avec un couteau ou un autre objet coupant. L'examen de la scène du crime indique que le meurtre a été perpétré à l'endroit où se trouvait le corps et pas ailleurs. La victime est identifiée. Il s'agit de Jesse Valencia, un étudiant en droit de 22 ans. Il travaillait à temps partiel comme réceptionniste dans un motel de la ville. J'étais effondrée. Je ne voulais parler à personne. J'étais complètement prostrée et j'ai pleuré toute la nuit et toute la journée suivante. Ce que je sais de Jesse, c'est qu'il était un garçon formidable. Il avait beaucoup d'amis. Personne ne lui connaissait d'ennemis. C'était un garçon insouciant qui avait beaucoup d'amis. Je crois que l'amitié comptait beaucoup pour lui. Mais quand il avait une conviction, Jesse la défendait âprement et revenait rarement sur sa position. Tous ses amis ont dit qu'il recherchait la confrontation. Il voulait devenir avocat et adorait controverser. Il avait une personnalité assez excessive. Les enquêteurs apprennent que la nuit précédente, Jesse a travaillé au motel. Puis il s'est rendu à une fête et finalement, il est rentré chez lui. Il avait beaucoup bu cette nuit-là. Son taux d'alcool indiquait qu'il était encore ivre au moment du meurtre. Les enquêteurs se demandent ce que faisait Jesse pieds nus alors qu'il était dehors et pourquoi il n'était vêtu que d'un short. L'étudiant vivait seul dans un petit immeuble à une centaine de mètres de l'endroit où il a été tué. En arrivant chez lui, la police trouve la porte entrouverte, mais il n'y a aucune trace de bagarre dans l'appartement. Sous une pile de vêtements, les inspecteurs découvrent un préservatif usagé. Ce préservatif contient-il des traces biologiques qui permettraient d'identifier le meurtrier du jeune homme? L'examen du corps de Jesse Valencia révèle une rigidité cadavérique et la présence d'une première vague d'insectes nécrophages. Ces deux éléments permettent aux experts médico-légaux d'estimer à la fin de la nuit l'heure du décès. L'autopsie montre par ailleurs que la carotide de la victime a été tranchée à l'aide d'un couteau-scie. Il s'agissait d'une lame très particulière. On a eu beaucoup de chance car elle a laissé des traces caractéristiques. On a pu observer par exemple des stries parallèles discontinues. Voilà pourquoi j'ai pensé qu'il s'agissait d'une lame en dents de scie.
Il n'y a aucune trace sur le corps indiquant que la victime se soit défendue, ce qui est inhabituel dans ce genre d'agression. Normalement, quand une personne est attaquée à coups de couteau, sa première réaction sera de lever les mains pour se protéger. On retrouve alors des entailles sur ses mains. Mais dans ce cas précis, il n'y en avait aucune. Le médecin légiste en découvre la raison. J'ai vu qu'il y avait une hémorragie dans la zone de la trachée artère. C'est précisément ce que l'on observe quand quelqu'un meurt asphyxié ou étranglé. Le médecin légiste a découvert sur les globes oculaires de la victime des pétéchies, c'est-à-dire des petites taches provoquées par une hémorragie. C'est tout à fait compatible avec la strangulation. Cela signifie que Jesse était inconscient quand il a été tué. ADN. Le résultat est surprenant. D'après leur profil, les cellules prélevées sous les ongles de la main droite provenaient en fait de 3 individus. Le premier, naturellement, était Jesse. Le second, Ed McDavid. Il affirme que la présence de ces cellules, comme celle de ces substances organiques sur le préservatif, vient du fait qu'ils avaient fait l'amour 2 nuits avant le meurtre. La présence de ces cellules était sûrement due au manque d'hygiène de Jesse. Pour résoudre cette affaire, il est essentiel que les enquêteurs identifient le troisième. Ils avaient des relations sexuelles. Ils se connaissaient depuis plusieurs mois et avaient couché environ 5 fois ensemble. Mais Andy a bien précisé qu'il n'était pas son petit ami. Cet officier en uniforme qui surgit en pleine nuit dans la chambre d'un étudiant et qui se mêle à ses ébats. L'identifier et le retrouver permettrait sans doute de lister plus facilement les amants du jeune homme. Interrogée par les enquêteurs, la mère de Jesse confirme que son fils entretenait bien une relation épisodique avec un policier. Mais elle ignore son nom. Quand j'en parlais à Jesse, il me disait que ce type le suivait pratiquement. Aussi bien par ses collègues que par les gens de la communauté. Il avait des ambitions politiques, il voulait devenir quelqu'un d'important. Mais je pense qu'il était psychorigide. Il était très strict et suivait le règlement à la lettre. Rios est marié et vient juste de devenir père pour la première fois. Son fils n'a que quelques mois. Aucune rumeur d'homosexualité n'a jamais couru sur son compte. Pour nous autres policiers, il était inconcevable que Steven Rios puisse être impliqué de près ou de loin dans le meurtre de Jesse Valencia. Quand ses collègues l'interrogent, Rios nie les allégations de Schomerhorn. Un inspecteur lui a dit « Un jeune homme affirme que tu es entré chez Jesse Valencia et qu'il t'a vu avoir des relations sexuelles avec lui. » Rios s'est écrié « Moi, des relations sexuelles ?» en faisant celui qui tombait des nues. Rios déclare qu'il a un alibi. La nuit du meurtre, il était chez lui, au lit, avec son épouse. Il m'a dit au téléphone qu'il n'aurait jamais fait de mal à Jesse Valencia et qu'il n'avait rien à voir avec sa mort. Rios se soumet à des analyses afin que son ADN puisse être comparé aux ADN des cellules découvertes sous les ongles de Jesse. Il semble correspondre, mais avec 3 types d'ADN différents, rien ne peut être conclu avec certitude. La personne qui a effectué ces analyses ADN a dit qu'il y avait une chance sur 7000 d'obtenir le même résultat en prenant n'importe quel individu, choisi au hasard, comme ça, dans la rue. Du reste, même si ces cellules étaient celles de Rios, cela ne prouve pas qu'il ait commis le meurtre. Il y avait aussi, sous les ongles de Jesse, des cellules appartenant à Ed McDavid. Il était scientifiquement impossible de savoir combien de temps ces cellules avaient séjourné sous les ongles de la victime. Logiquement, elles auraient dû disparaître au fur et à mesure que Jesse se lavait les mains, mais on ne pouvait pas déterminer depuis quand elles étaient là. Les enquêteurs se demandent s'ils pourront résoudre le meurtre de Jesse Valencia grâce aux seules sciences médico-légales. Le policier Steven Rios ne maîtrisait pas suffisamment bien cette technique de close combat pour obtenir une qualification. Si cette clé au cou destinée à immobiliser un suspect avait été mal appliquée, cela pourrait expliquer la marque horizontale et des traces de sang visibles sur le torse de l'étudiant. Le médecin légiste analyse le sang. Il appartient à Jesse. Il observe plus attentivement l'hématome et découvre la présence de poils de jambes ou d'avant-bras. Ces poils ont un aspect bien particulier. Ils sont longs, courbes et se terminent en pointe effilée. Les cheveux sont très différents. Ils sont plus longs et leur pointe n'est pas nécessairement effilée. Le plus souvent, elle est plate ou arrondie. Par miracle,
3 de ces poils possèdent encore leur bulbe, une partie particulièrement riche en ADN. Ils sont immédiatement envoyés au laboratoire pour être analysés. Les tests révèlent qu'ils appartiennent tous au même individu, mais ce n'est ni Jesse Valencia, ni son ami Andy Schermerhorn, ni Ed McDavid. J'ai comparé ces poils à ceux de la victime et à ceux des individus impliqués dans cette affaire. Les résultats étaient parfaitement clairs. Ces poils provenaient du bras de Steven Rios. Le bras de Steven Rios avait donc été en contact avec le torse de Jesse quand celui-ci saignait. L'ADN de ces poils correspondait à celui de Steven Rios. Pas être mêlé à ce genre de situation. Il m'a confié qu'il allait lui dire qu'il le quittait. Il m'a annoncé « Il faut y mettre fin. Je fais tout pour l'éviter, mais il continue à me poursuivre. » Steven Rios avait tout dissimulé à sa famille, à ses collègues policiers et à ses amis. Jesse Valencia a dû penser qu'il pourrait se débarrasser de lui en le menaçant de dévoiler leur liaison, de le dire par exemple au commissaire. Je ne crois pas qu'il avait conscience du danger auquel il s'exposait. Voici la version des faits selon le procureur. La nuit du meurtre, une fois son service terminé, Steven Rios se rend chez Jesse. Jesse lui dit qu'il veut mettre fin à leur liaison. Rios se fâche. Jesse menace d'aller tout raconter à ses supérieurs s'il ne le laisse pas tranquille. Qu'est-ce que tu dis? Je veux plus que tu viennes ici. Et en plus, tu oses me menacer? Jesse sort de l'appartement, espérant mettre fin à la dispute. Ne me menace pas! Rios ne veut pas que la liaison se termine, et encore moins que sa famille ou ses collègues en aient connaissance. C'est alors que la situation tourne au drame. Rios exerce la fameuse prise utilisée par les policiers pour que Jesse perde conscience. Cela fonctionne, mais la manœuvre laisse des traces sur le corps de Jesse. Dans la bagarre, un transfert d'ADN s'opère dans les deux sens. Jesse griffe Rios, lui arrachant quelques cellules de peau. Quelques poils du bras de Rios se retrouvent collés sur le torse de Jesse. Une fois que l'étudiant a perdu connaissance, il le tue avec son couteau. Il quitte le lieu du crime, pensant que son secret ne serait jamais dévoilé. Malheureusement pour lui, il y avait des preuves médico-légales. Les jurés ont envie de les voir. Ils veulent voir les empreintes, ils veulent voir les preuves ADN. Écouter les témoins faire des descriptions ne leur suffit pas. Ils veulent contempler par eux-mêmes les pièces du dossier. Cette affaire est sans aucun doute la pire qu'on ait jamais vécue dans ce commissariat. N'importe quel policier vous le dira. Une telle chose qui arrive dans un commissariat, quel qu'il soit, a des effets dévastateurs. L'arme du crime, le couteau-ci, n'a jamais été retrouvé. Affaire 167-984, le ministère public contre Rios. Steven Rios est déclaré coupable de meurtre avec préméditation. Il est condamné à la prison à perpétuité, sans possibilité de remise de peine. Jusqu'à ce jour, il clame son innocence. Le travail d'un policier, c'est de servir et de protéger la communauté. On n'imagine pas un seul instant qu'il puisse être de l'autre côté de la loi et qu'il soit un meurtrier. Dans mon réquisitoire, j'ai évoqué un sketch de l'humoriste Richard Pryor. Dans ce sketch, une femme rentre chez elle à l'improviste et elle trouve son mari au lit avec un autre homme. Le mari la regarde et lui dit « Qui vas-tu croire, moi ou tes yeux perfides ?» Steven Rios disait en quelque sorte aux jurés « 1 sur 757 milliards, qui allez-vous croire, moi ou vos yeux perfides ?» Les jurés sont tombés d'accord avec moi, les preuves médico-légales ont permis d'établir, au-delà du doute raisonnable, que Rios était le meurtrier. Pendant l'instruction du procès, nous avons appris comment Jesse Valencia avait connu Rios. En tant qu'agent de police, celui-ci était intervenu lors d'une beuverie étudiante et avait donné une contravention pour tapage nocturne à Jesse et à ses amis. Celui-ci avait ensuite menacé son amant de révéler son homosexualité et ses infidélités à sa femme et à ses supérieurs s'il n'annulait pas l'amende et s'il ne disparaissait pas de sa vie. Nous savons aussi que Rios avait subtilisé le badge d'un collègue, Ted Anderson, afin de dissimuler sa véritable identité à l'étudiant. Il était manifestement coutumier de l'empreinte d'identité car il avait déjà été renvoyé d'un autre commissariat pour la même chose. Par ailleurs, plusieurs femmes sont venues témoigner à la barre, affirmant que Rios
leur avait fait des propositions indécentes alors qu'il les avait arrêtés pour des infractions mineures. Enfin, c'est en pleurs dans le prétoire que Rios a avoué avoir fait 2 tentatives de suicide car il ne supportait plus la pression de devoir cacher éternellement son homosexualité à son entourage. Il a été condamné à la prison à vie pour meurtre au 1er degré. En prononçant cette peine, le juge a tenu à faire passer un message fort aux forces de l'ordre. Si la police enfreint les lois, des tonnes de briques lui tomberont dessus, a-t-il déclaré en langage imagé. C'est sur cette menace venue d'outre-Atlantique que s'achève cette émission. Merci de l'avoir suivi. À bientôt sur cette antenne pour de nouvelles enquêtes impossibles. Quelque chose? Est-ce que vous avez des ennemis? Avez-vous été mêlé à quelque chose qui aurait conduit quelqu'un à vous viser? Non loin de l'endroit d'où l'on a tiré, la police découvre une douille sur le bas-côté de la route. La balle provenait sans doute d'un autre véhicule qui roulait dans la même direction que le véhicule visé. La douille provient d'un fusil d'assaut semi-automatique, un Heckler & Koch, plus précisément un HK-91. La police se demande si le coup de feu est intentionnel ou accidentel. Ils avaient peur qu'il y ait un tireur en liberté, vu qu'ils ne connaissaient pas le mobile de ce coup de feu ni les circonstances exactes. Tout ce qu'ils savaient, c'est que quelqu'un avait tiré et causé la mort d'un jeune homme sur la route. C'est assez terrifiant de se dire qu'on peut être en train de rouler et se faire tirer dessus. C'était un moment très délicat. On savait qu'il y avait un tireur quelque part et qu'il venait de causer la mort d'une personne. La police ayant peu d'éléments, elle prévient la population, par le biais des médias locaux, pour que d'éventuels témoins se manifestent. À mon avis, il ne s'agit pas d'une balle perdue. Quelqu'un visait cette voiture. Pourquoi cette voiture en particulier, on n'en sait rien. Mais personne ne signale quoi que ce soit d'inhabituel. Il n'y avait pas beaucoup de circulation sur l'autoroute en direction d'Anchorage à ce moment-là. Par conséquent, aucun passager d'un autre véhicule n'a appelé la police pour dire « Je viens de voir quelqu'un tirer un coup de feu depuis une voiture ». L'enquête vient à peine de commencer qu'elle piétine déjà. Il y avait un nombre illimité de suspects. Sur le moment, on n'avait pas la moindre idée de l'identité du coupable. On ne savait pas pourquoi cette voiture avait été visée. À ce stade, la question restait totalement ouverte. La famille et les amis de la victime essaient de comprendre pourquoi ce coup de feu a coûté la vie à Jeff Kane. Des jeunes qui conduisent trop vite. Peut-être un accident de voiture, mais jamais de coup de feu sur le passager d'une voiture. C'est quelque chose qu'on lit dans les journaux à Los Angeles, pas en Alaska. La douille, trouvée sur le bord de la route, donne à penser à la police que Jeff a été touché par une balle tirée depuis une autre voiture. Il semble que le tireur ait attendu que la voiture quitte l'autoroute et ralentisse avant de tirer la balle fatale. À mon avis, ce qui s'est passé, c'est que les suspects ont suivi le véhicule de la victime jusqu'à ce qu'ils puissent être sûrs de leur coup. Le lendemain matin, les journaux locaux parlent du fameux coup de feu. Lorsque George Kerr, 19 ans, voit les nouvelles, il se voit contraint d'appeler la police. Est-ce que je peux expliquer ma situation? Ces 2 garçons étaient plus ou moins des amis à moi. En général, je suis pas du genre à balancer les copains, mais là, c'est trop grave. Je n'ai pas le choix. George Kerr déclare à la police que le soir du drame, il se... Qui arrivait en sens contraire. Il l'a immédiatement reconnu. C'était bien le policier en question. Il a eu la peur de sa vie. Il s'agit de Steven Rios, un policier de 28 ans, réputé pour son ambition dévorante. Il est dans la police depuis 3 ans. Steven Rios était un policier très respecté, aussi bien par ses collègues que par les gens de la communauté. Il avait des ambitions politiques, il voulait devenir quelqu'un d'important. Mais je pense qu'il était psychorigide. Il était très strict et suivait le règlement à la lettre. Rios est marié et vient juste de devenir père pour la première fois. Son fils n'a que quelques mois. Aucune rumeur d'homosexualité n'a jamais couru sur son compte. Pour nous autres policiers, il était inconcevable que Steven Rios puisse être impliqué de près ou de loin dans le meurtre de Jesse Valencia. Quand ses collègues l'interrogent,
Rios nie les allégations de Schomerhorn. Un inspecteur lui a dit « Un jeune homme affirme que tu es entré chez Jesse Valencia et qu'il t'a vu avoir des relations sexuelles avec lui. » Mais avec 3 types d'ADN différents, rien ne peut être conclu avec certitude. La personne qui a effectué ces analyses ADN a dit qu'il y avait une chance sur 7000 d'obtenir le même résultat en prenant n'importe quel individu, choisi au hasard, comme ça, dans la rue. Du reste, même si ces cellules étaient celles de Rios, cela ne prouve pas qu'il ait commis le meurtre. Il y avait aussi, sous les ongles de Jesse, des cellules appartenant à Ed McDavid. Il était scientifiquement impossible de savoir combien de temps ces cellules avaient séjourné sous les ongles de la victime. Logiquement, elles auraient dû disparaître au fur et à mesure que Jesse se lavait les mains, mais on ne pouvait pas déterminer depuis quand elles étaient là. Les enquêteurs se demandent s'ils pourront résoudre le meurtre de Jesse Valencia grâce aux seules sciences médico-légales. Les policiers ont plusieurs suspects dans cette affaire, mais chacun d'entre eux a un alibi. Ils décident donc d'examiner une dernière fois le corps de Jesse. C'est alors qu'ils font une découverte surprenante, scientifique, à laquelle les policiers ont recours pour immobiliser un contrevenant. Ils saisissent la personne par derrière. Un jeune homme affirme que tu es entré chez Jesse Valencia et qu'il t'a vu avoir des relations sexuelles avec lui. Rios s'est écrié « Moi, des relations sexuelles ?» en faisant celui qui tombait des nues. Rios déclare qu'il a un alibi. La nuit du meurtre, il était chez lui, au lit, avec son épouse. Il m'a dit au téléphone qu'il n'aurait jamais fait de mal à Jesse Valencia et qu'il n'avait rien à voir avec sa mort. Rios se soumet à des analyses afin que son ADN puisse être comparé aux ADN des cellules découvertes sous les ongles de Jesse. Il semble correspondre, mais avec 3 types d'ADN différents, rien ne peut être conclu avec certitude. La personne qui a effectué ces analyses ADN a dit qu'il y avait une chance sur 7000 d'obtenir le même résultat en prenant n'importe quel individu, choisi au hasard, comme ça, dans la rue. Du reste, même si ces cellules étaient celles de Rios, cela ne prouve pas qu'il ait commis le meurtre. Il y avait aussi, sous les ongles de Jesse, des cellules appartenant à Ed McDavid. Il était scientifiquement impossible de savoir combien de temps ces cellules avaient séjourné sous les ongles de la victime. Logiquement, elles auraient dû disparaître au fur et à mesure que Jesse se lavait les mains, mais on ne pouvait pas déterminer depuis quand elles étaient là. Les enquêteurs se demandent s'ils pourront résoudre le meurtre de Jesse Valencia grâce aux seules sciences médico-légales. Le policier Steven Rios ne maîtrisait pas suffisamment bien cette technique de close frame. Expert médico-légal. Ce dernier tire avec un HK91 dans une plaque de métal de la même épaisseur que le panneau de signalisation. Puis, avec une substance de moulage proche du caoutchouc d'une eau de microsyle, il prend l'empreinte des impacts de balles sur le panneau de signalisation et de ceux qui proviennent des coups de feu qu'il a tirés pour son expérience. Les moulages sont alors comparés au microscope. Lorsque j'ai retiré le caoutchouc, j'ai pu prouver que les impacts du panneau correspondaient bien au calibre d'un HK91 et possédaient les mêmes caractéristiques balistiques. L'analyse balistique confirme la version de Kerr, selon laquelle un fusil HK91 a bien été utilisé pour tuer Jeffrey Kane. Mais cela ne prouve pas pour autant que le coup de feu ait été tiré intentionnellement, ni à quelle distance se trouvait le tireur par rapport à sa cible. Par chance pour les enquêteurs, la balle fatale a pénétré par la lunette arrière dont la vitre est recouverte d'un film protecteur teinté. Si le véhicule n'avait pas été muni de ce film teinté, le verre cassé de la lunette arrière et de la fenêtre latérale du côté passager serait tombé en morceaux. Et à une distance de 200 mètres, comme l'affirme maintenant George Kerr, l'angle de la trajectoire aurait été d'environ 95 degrés. Mais l'angle de 47 degrés place la voiture du tireur tout près, à une distance comprise entre 7 et 15 mètres. Dans ce cas, les véhicules sont tellement proches l'un de l'autre que ça devient très facile pour Gustafsson de tirer, en visant le véhicule de la victime. Lors du procès, George Kerr témoigne contre ses 2 amis, mais il maintient que leur voiture se trouvait à 200 mètres de celle de la victime. La population et pas seulement d'héberger les détenus. Brioler un abattoir.
et qu'ils avaient utilisé une partie de l'argent volé pour faire l'acquisition du fusil d'assaut. Sachez encore que Shelai, le leader du groupe, qui était au volant la nuit du drame, a également été condamné pour agression sexuelle sur une jeune femme, vol de dynamite, menace de mort sur des témoins et tentative de vol à main armée dans un fast-food. Le cumul des peines pour ces délits divers s'est élevé à 60 ans de réclusion. Notre seconde histoire se déroule à l'université du Missouri. Sous des apparences agréables et studieuses, le campus abrite aussi des passions ravageuses. Chaque année, l'université du Missouri accueille sur son campus 27 000 étudiants venus du monde entier. C'est avant tout une ville universitaire. Un grand nombre d'étudiants vivent ici. C'est plutôt calme et les crimes sont assez rares. En 25 ans, il n'y a eu que 80 ou 90 meurtres. L'un d'eux a été perpétré en 2004. Par une belle journée de juin, des étudiants découvrent un corps entre deux immeubles à 2 pas du campus. Hormis un short bleu, le corps était dévêtu. Même de loin, ces étudiants ont remarqué qu'il y avait une mare de sang autour du cou de cette personne et qu'elle était décédée. Mais Chili et Gustafson sont tous deux incarcérés à ce moment-là. Comment aurait-il pu faire ça depuis la prison? Comment aurait-il pu y arriver? Voilà le genre de questions qu'on se posait tous. Comment quelqu'un aurait pu faire ça tout en étant en prison? Étant donné qu'en prison, toutes les conversations des détenus sont généralement enregistrées, les enquêteurs découvrent une conversation codée entre Gustafson et sa sœur Peggy. Celle-ci se serait déroulée peu avant l'explosion de la bombe. Et c'est pour réparer ta voiture, n'oublie pas. Dès que tu auras compris comment ça s'enclenche et comment ça se coupe à l'endroit où ça coulisse, tu le mets en place comme je te l'ai expliqué, juste sous la surface. Quand c'est poussé sur le côté, c'est allumé. Et quand c'est au milieu, c'est coupé. D'accord. Très bien. En apparence, tout porte à croire que Doug donne un conseil à sa sœur pour réparer sa voiture. Mais en fait, il s'agit de toute autre chose. Quand on écoute la conversation à plusieurs reprises, il devient évident qu'au cours de cette conversation, Doug donne à Peggy des instructions sur la façon d'installer un circuit pour fabriquer un dispositif explosif artisanal. Ces enregistrements constituent un élément déclencheur. D'autres conversations révèlent que Peggy n'a pas les compétences techniques pour fabriquer l'engin. Elle fait donc intervenir un autre membre de la famille, leur frère aîné, Craig, qui est mécanicien. Apparemment, Peggy et Craig Gustafson croient tous deux que leur frère est innocent dans l'affaire de l'autoroute et que c'est George Kerr le responsable. Pour vous donner une idée de la profondeur de ses émotions et de son désir de vengeance, Peggy Gustafson est alors enceinte de 9 mois. En fait, elle est à 3 jours de la naissance de son deuxième enfant lorsqu'elle va déposer le colis piégé au bureau de poste. Rock Phelps est en prison avec Doug Gustafson et Erde Chili lorsque l'explosion se produit. Et il sait que les deux hommes voulaient se venger. Erde se moquait complètement de la personne qui serait tuée, du moment que George Kerr était tué. Il voulait la mort de George, du petit George, comme il le surnommait. En fait, un certain nombre de détenus nous ont dit qu'ils avaient vu une liste de noms que Raymond Chili avait sur lui en prison. Et Chili leur avait dit qu'il s'agissait de sa liste noire. C'était une liste de gens qu'il voulait tuer. Certains détenus ont pu décrire la liste et affirmer que c'était George Kerr qui se trouvait en première position. Parmi les autres noms qui figurent sur la liste noire, se trouvent ceux du juge et du procureur présents lors du procès. Cela prouve que depuis la cellule de sa prison, Doug Gustafson a longuement prémédité. L'hémorragie dans la zone de la trachée artère. C'est précisément ce que l'on observe quand quelqu'un meurt asphyxié ou étranglé. Le médecin légiste a découvert sur les globes oculaires de la victime des pétéchies, c'est-à-dire des petites taches provoquées par une hémorragie. C'est tout à fait compatible avec la strangulation. Cela signifie que Jesse était inconscient quand il a été tué. ADN. Le résultat est surprenant.
D'après leur profil, les cellules prélevées sous les ongles de la main droite provenaient en fait de 3 individus. Le premier, naturellement, était Jesse. Le second, Ed McDavid. Il affirme que la présence de ces cellules, comme celle de ces substances organiques sur le préservatif, vient du fait qu'ils avaient fait l'amour 2 nuits avant le meurtre. La présence de ces cellules était sûrement due au manque d'hygiène de Jesse. Pour résoudre cette affaire, il est essentiel que les enquêteurs identifient le troisième. Ils se connaissaient depuis plusieurs mois et avaient couché environ 5 fois ensemble. Mais Andy a bien précisé qu'il n'était pas son petit ami. Plusieurs mois auparavant, alors qu'il était chez Jesse, Andy a été témoin d'un étrange incident. George Kerr était un élément crucial pour l'accusation. Sans lui, ça aurait été très difficile d'avancer dans l'affaire, me semble-t-il. De plus, c'était un témoin oculaire qui avait assisté non seulement au coup de feu, mais à ce qui s'était passé avant et après. Pourtant, alors que le procès est sur le point de commencer, George Kerr change de version. La police place 2 hommes en garde à vue pour la mort par balle de Jeff Kane grâce à des renseignements fournis par un témoin oculaire, George Kerr. Kerr commence par affirmer que Doug Gustafson a tiré avec un fusil d'assaut sur Jeff Kane à une distance d'environ 10 mètres, entraînant ainsi une mort instantanée. Mais Kerr ne tarde pas à changer de version. Il n'a pas vraiment visé, il a juste braqué l'arme en direction de la voiture. Il prétend maintenant que Gustafson a pointé l'arme par la fenêtre, tiré à une distance de 200 mètres et touché la voiture. Je pense qu'il a fait ça pour venir en aide à ses amis. Ça leur permettait de dire que ça n'était pas un homicide volontaire, que c'était quelque chose de moins grave, une sorte d'homicide par négligence, d'homicide involontaire. En fait, il essayait de trouver un moyen de calmer ses amis. La douille trouvée sur les lieux indique que l'arme est un fusil d'assaut, un HK-91. Le reçu d'une armurerie locale confirme la version de Kerr selon laquelle Gustafson a acheté le HK-91 le jour du meurtre. Kerr affirme également que Chili, Gustafson et lui ont tiré avec ce fusil plus tôt dans la journée en se servant d'un panneau de signalisation en guise de cible. Les enquêteurs découvrent le panneau en question avec 3 impacts. Pour vérifier la version de Kerr, les enquêteurs se tournent vers Robert Shem, expert médico-légal. Ce dernier tire avec un HK-91 dans une plaque de métal de la même épaisseur que le panneau de signalisation. Puis, avec une substance de moulage proche du caoutchouc d'une eau de microsyle, il prend l'empreinte des impacts de balles sur le panneau de signalisation et de ceux qui proviennent des coups de feu qu'il a tirés pour son expérience. Les moulages sont alors comparés au microscope. Lorsque j'ai retiré le caoutchouc, j'ai pu prouver que les impacts du panneau correspondaient bien au calibre d'un HK-91 et possédaient les mêmes caractéristiques balistiques. L'analyse balistique confirme la version de Kerr, selon laquelle un fusil HK-91 a bien été utilisé pour tuer Jeffrey Kane. Mais cela ne prouve pas pour autant que le coup de feu ait été tiré intentionnellement, ni à quelle distance ce... Il a eu la peur de sa vie. Il s'agit de Steven Rios, un policier de 28 ans, réputé pour son ambition dévorante. Il est dans la police depuis 3 ans. Steven Rios était un policier très respecté, aussi bien par ses collègues que par les gens de la communauté. Il avait des ambitions politiques, il voulait devenir quelqu'un d'important. Mais je pense qu'il était psychorigide. Il était très strict et suivait le règlement à la lettre. Rios est marié et vient juste de devenir père pour la première fois. Son fils n'a que quelques mois. Aucune rumeur d'homosexualité n'a jamais couru sur son compte. Pour nous autres policiers, il était inconcevable que Steven Rios puisse être impliqué de près ou de loin dans le meurtre de Jesse Valencia. Quand ses collègues l'interrogent, Rios nie les allégations de Schermerhorn. Un inspecteur lui a dit « Un jeune homme affirme que tu es entré chez Jesse Valencia et qu'il t'a vu avoir des relations sexuelles avec lui. »
Rios s'est écrié « Moi, des relations sexuelles ?» en faisant celui qui tombait des nues. Rios déclare qu'il a un alibi. La nuit du meurtre, il était chez lui, au lit, avec son épouse. Rien ne peut être conclu avec certitude. La personne qui a effectué ces analyses ADN a dit qu'il y avait une chance sur 7000 d'obtenir le même résultat en prenant n'importe quel individu, choisi au hasard, comme ça, dans la rue. Du reste, même si ces cellules étaient celles de Rios, cela ne prouve pas qu'il ait commis le meurtre. Il y avait aussi, sous les ongles de Jesse, des cellules appartenant à Ed McDavid. Il était scientifiquement impossible de savoir combien de temps ces cellules avaient séjourné sous les ongles de la victime. Logiquement, elles auraient dû disparaître au fur et à mesure que Jesse se lavait les mains, mais on ne pouvait pas déterminer depuis quand elles étaient là. Les enquêteurs se demandent s'ils pourront résoudre le meurtre de Jesse Valencia grâce aux seules sciences médico-légales. Les policiers ont plusieurs suspects dans cette affaire, mais chacun d'entre eux a un alibi. Ils décident donc d'examiner une dernière fois le corps de Jesse. C'est alors qu'ils font une découverte surprenante. Ils repèrent une longue meurtrissure horizontale le long du torse de la victime, le type de blessure provoquée par une prise spécifique à laquelle les policiers ont recours pour immobiliser un contrevenant. Ils saisissent la personne par derrière et la rendent inconsciente en coupant la circulation du sang vers le cerveau. La date correspondait parfaitement au créneau pendant lequel les pièces qui nous intéressaient avaient été achetées. Cette explosion aurait pu être évitée. Elle n'aurait jamais dû se produire. Les services pénitentiaires ont manqué à leur devoir envers Dave et envers moi. Leur rôle est de protéger la population et pas seulement d'héberger les détenus. Michel Kerr entame une action contre l'État d'Alaska et gagne plus de 11 millions de dollars de dommages et intérêts. Peggy et Craig Gustafson sont tous deux reconnus coupables de complicité dans le meurtre de David Kerr et condamnés à une peine incompressible de 22 ans de prison. Quant à R.D. Chili et Doug Gustafson, ils passeront le restant de leur jours en prison. Ils ne méritaient même pas de passer devant un tribunal. On aurait dû laisser la famille les emmener et leur tirer dans la nuque. Voilà ce que j'en pense. C'est comme ça qu'on rend la justice en Alaska. On fait les choses un peu différemment par chez nous. Du moins, on les faisait. Au bout du compte, une demi-douzaine de familles auront été détruites. Et selon le procureur, il y aurait eu d'autres victimes si les experts médico-légaux n'avaient pas mis fin aux pulsions meurtrières de Chili et de Gustafson. On ne peut pas s'appuyer uniquement sur la science dans une enquête ou alors dans des cas très rares. On se sert de ce que les gens nous disent, de ce qu'ils savent des protagonistes, et on fait entrer la science en jeu pour mettre tous les éléments en place. C'est comme ça qu'une enquête se construit. Mais sans ça, on en serait encore à la préhistoire des enquêtes en matière de crime. Au cours du procès, la police a révélé des faits nouveaux qui ont éclairé le profil des deux inculpés. Sachez donc que peu avant le meurtre de l'autoroute, Shelai et Gustafson avaient cambriolé un abattoir et qu'ils avaient utilisé une partie de l'argent volé pour faire l'acquisition du fusil d'assaut. Sachez encore que Shelai, le leader du groupe, qui était au volant la nuit du drame, a également été condamné pour agression sexuelle sur une jeune femme, vol de dynamite, menace de mort sur des témoins et tentative de vol à main armée dans un fast-food. Le cumul des peines pour ces délits divers s'est élevé à 60 ans de réclusion. Notre seconde histoire se déroule à l'université du Missouri. Sous des apparences agréables et studieuses, le campus abrite aussi des passions ravageuses. Chaque année, l'université du Missouri accueille sur son campus 27 000 étudiants venus du monde entier. C'est avant tout une ville universitaire. Un grand nombre d'étudiants vivent ici. C'est plutôt calme et les crimes sont assez rares. En 25 ans, il n'y a eu que 80 ou 90 meurtres. L'un d'eux a été perpétré en 2004. Par une belle journée de juin,